Donc cette anesthésie endoveineuse, elle va démarrer à la Belle Époque. L'anesthésie générale, à ce moment-là, est déjà assez bien établie. Ça fait 60 ans que ça existe, bien sûr, on discute toujours, mais on a déjà quelques arguments un peu plus sérieux. Tandis qu'en anesthésie loco-régionale, à peine 20 ans, on n'est pas mature et on cherche toujours. Alors c'est aussi en même temps l'insouciance, on se remet tout. Si vous regardez cette jeune femme, elle porte un pantalon, elle brave la loi pour faire du vélo, c'est quand même scandaleux. Et pourquoi est-ce qu'on va évoluer vers l'anesthésie loco-régionale intraveineuse? Eh bien parce qu'en matière de membres inférieurs, de membres supérieurs, on n'a pas de véritable technique. L'arachie ne s'y prête pas. L'anesthésie par infiltration selon Reclus, c'est pas terrible. Pas mieux avec l'œdème artificiel de Steich. Quant à faire des blocs plexiques ou tronculaires en dénudant un plexus, c'est pas très très attirant. Donc, on cherche une technique. Pour cela, on a quelques arguments. C'est que Corning a bien montré que lorsqu'on anesthésiait un membre avec une infiltration, elle était plus efficace et prolongée lorsqu'on mettait un garrot à la racine du membre, quel que soit le moment à laquelle on a fait l'injection par rapport au garrot. C'est le premier élément. Le deuxième élément, il nous vient d'un chimiste allemand sur des grenouilles et d'un physiologue français qui ont montré qu'on pouvait obtenir une anesthésie localisée en injectant dans une artère. En l'occurrence, c'était les artères iliaques des grenouilles. Et puis, quand même, c'est l'essentiel, c'est la découverte de la procaïne, Einhorn qui la synthétise, et puis Braun qui fait les premiers essais cliniques. Donc on a à ce moment-là tous les éléments pour faire la rive, et qui vient, c'est encore une fois Auguste Beer, il a déjà proposé l'arachie, et maintenant il présente cette technique endoveineuse. Alors, pour la petite histoire quand même, à quelques semaines d'intervalle, vous avez Capdevila qui va proposer exactement la même forme d'anesthésie, sauf qu'elle le fait par voie intra-artérielle. Et quand on regarde les différents textes, lui a publié quelques semaines plus tard, mais il avait peut-être commencé ses études un peu avant. Donc je ne trancherai pas pour dire quel est le créateur entre les deux. Alors revenons à cette technique de Beer, parce que même tous les gens qui ici ont fait de la loco-régionale, je ne suis pas sûr qu'ils soient convaincus de ce qu'il fallait faire à l'époque. Il y avait une exsanguination, ça n'a pas changé, mais on mettait 2 garrots. On dénudait entre les 2 garrots. Donc un garrot qui était à la racine du membre et un autre garrot, en général, au-dessus de l'articulation. On injectait de la procaïne, c'était pas mal. Bon, la procaïne, c'est moins toxique que la cocaïne, mais quand même, 150 ml à 0,25, ça commence à faire pas mal. Et puis, prudent quand même, Beer était un homme très prudent, il n'injectait pas dans le sens du courant veineux, mais à l'inverse, parce qu'il avait peur que le produit passe sous le garrot. Vous vous demandez pourquoi 2 garrots? 2 garrots parce qu'il y a 2 anesthésies différentes. La première, entre les garrots, c'est une anesthésie par infiltration. On injecte le produit qui va se mettre tranquillement autour des différents tissus et des troncs nerveux, et qui va donner la deuxième anesthésie, celle qui est la plus distale, qui est une anesthésie indirecte et qui est en fait un bloc de conduction. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment très important. Mais la technique, quand elle est partie, ça a été un véritable engouement. On a vu des tas d'articles, des tas de publications, et bien sûr, comme toujours, quelque chose de nouveau, on va l'améliorer. On va proposer de mettre 2 garrots proximales, comme ça on dégonfle, on gonfle celui qui est un peu en dessous pour dégonfler l'autre et pour soulager le patient. On va infiltrer aussi sous le garrot, c'est toujours la même chose, traiter la douleur du garrot, même si c'est un peu aberrant. On met un seul garrot quand on peut travailler en dessous du genou ou en dessous du coude. On enlève le garrot, le deuxième garrot quand l'anesthésie est efficace, c'est toujours la logique de Beer. Et puis surtout, ce qui est très prudent, c'est que quand même on maintient un abord veineux, puisque vous savez qu'à l'époque on ne mettait pas une veine systématiquement avant toute anesthésie, donc on a un abord veineux qui reste à l'ablation du garrot, qui est quand même le moment crucial de cette anesthésie. La technique est très importante, et ces 2 documents sont très importants parce que Pochet, dans son livre de technique chirurgicale en 1911, vous voyez, il en fait tout un plat. Il montre son plateau de préparation, il montre une anesthésie
sur un membre inférieur. Mais vous avez tout à fait à droite de la diapositive son premier article de l'Eco-Régional 2000 qui date de 1914, 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, pas un mot sur la dérive. Elle est passée complètement de mode. Et pourquoi est-ce qu'elle est passée de mode? Pour une raison bien simple, c'est que ce soit Kuhlenkamp, Virchow, Leven, Hertel ou autre, maintenant on sait faire des blocs à partir de 1911, on commence à faire des blocs par voie percutanée, ce qui est quand même une technique beaucoup plus facile. Alors le bloc va perdurer un tout petit peu, et j'ai retenu ces deux choses, c'est parce que c'est Morrison qui lui fait déjà des ponctions percutanées, on ne dénude plus, donc c'est moins agressif. Et puis surtout, cette technique, elle s'est assez répandue quand même. Il y a 5 ou 6 publications dans les pays latino-américains où on trouve que c'est une bonne technique pour l'ambulatoire, déjà à l'époque, des années 40, et que c'est une très bonne technique pour les interventions itératives. Pardon. Les choses évoluent, et vous le savez comme moi, 48, à partir de la gramine, on fait la synthèse de la xylocaïne, et là, tout le monde de l'anesthésie loco-régionale va changer. Et c'est un Néo-Zélandais, mais qui était à Londres, qui va reprendre les choses en relançant la technique, pratiquement comme l'avait fait Beer. Les petites variantes techniques, quand même, c'est que, bon, il a toujours la bande d'Esmar, le garrot est devenu pneumatique, donc ça permet en même temps de contrôler la pression artérielle du malade, d'être sûr qu'on est au-dessus. C'est des aiguilles de Gors, c'est celle que vous voyez tout en haut à droite, qui est une aiguille effectivement avec un diaphragme, on n'a pas besoin de mettre de bouchon de fermé. Et vous voyez, ça ressemble beaucoup à nos butterfly, pour bien la fixer, ou l'aiguille de Mitchell, qui avait un petit système de pince qui permettait de la bloquer. Comme ça, on mettait cette aiguille et on pouvait faire l'exsanguination après, sans risquer de la déplacer. Les injections avec l'axilo, c'est à peu près le même volume, les mêmes conditions que l'aprilo. Et lui, cette fois-ci, il n'hésite pas, il fait une injection centripète. La technique a vraiment beaucoup de succès. Et dans cette étude qui sort juste un peu de temps après, on montre déjà qu'on a un taux de succès d'anesthésie excellente ou bonne, efficace, qui est de 97%, ce qui est quand même énorme à l'époque pour les anesthésies loco-régionales. Alors, on va chercher des variantes. Je suis désolé, mais je n'ai pas pu m'empêcher de mettre ce petit texte-là. L'image, j'ai préféré ne pas la mettre. Elle n'est pas terrible, mais on est à Cuba en 68, et il y a un chirurgien qui a l'idée de faire une endoveineuse du pénis pour la chirurgie de la circoncision. Il fallait savoir faire. Non, ne riez pas. À cette époque aussi, on s'est reposé la question du second garrot distal. Est-ce qu'il fallait en mettre, est-ce qu'il ne fallait pas? J'ai une étude très sérieuse avec le pinprick, avec la sensibilité au froid et avec la motricité. Et cette technique montre que finalement, ça n'apporte strictement rien. Pas la peine de mettre un garrot distal et un garrot proximal. Petite chose, mais toute bête, on a des attelles de contention. Pourquoi ne pas les utiliser à chaque fois qu'il faut faire l'exsanguination d'un membre un peu douloureux, d'une fracture, etc. C'est beaucoup plus confortable que la bande d'Esmar. Et puis, un double garrot proximal. Enfin, quelle idée tout d'un coup de vouloir sortir un double garrot proximal. Enfin, ça c'est la preuve que la technique avait pris une importance vraiment mondiale, que partout, tout le monde faisait ce type d'anesthésie. Donc ça valait le coup de faire ce double garrot proximal. Donc on gonflait d'abord le plus proximal, et puis une fois que l'anesthésie était bien installée, on gonflait le garrot en dessous et on dégonflait le premier. On a comparé cette technique à l'infiltration, comme faisait déjà Beer. On a comparé à l'EMLA quand l'EMLA est arrivé, bien sûr, mais malgré tout, c'est le double garrot qui restait le plus efficace. Et la technique perdure encore parce que ça vient de nos amis à Zik, là, aux États-Unis. Vous voyez que là, maintenant, c'est carrément un garrot mécanique qui est fait pour et le repérage en bleu et en rouge pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans la séquence de gonflage. Des techniques qui nous étonnent plus, ceux qui ont pratiqué l'anesthésie endoveineuse, c'est celle de Rowell, et c'est un type très sérieux, et apparemment ça se faisait beaucoup dans les pays du Nord, c'est de faire une réexsanguination.
le souci de cette technique d'anesthésie, c'est que le chirurgien qui veut opérer, en particulier sous microscope, il passe son temps à éponger parce que ça suinte, etc. Donc ça dérègle sa vue. Et dès que l'anesthésie est installée, en fait, ils lâchent le garrot, ils refont une exsanguination et ils remettent le garrot, ce qui permet effectivement de limiter cette œdème. Ça nous paraît un peu osé, mais dans l'étude, on n'a pas de toxicité évidente. Et puis, dans le même style d'idée, Braun, là, qui était un de nos présidents de l'ASA, s'était lancé dans les blocs, ce qu'il appelait continus. En fait, c'était des blocs discontinus. Il faisait une première anesthésie, puis quand le garrot devenait trop insupportable, il le lâchait pendant une dizaine de minutes, et puis il redémarrait une nouvelle anesthésie avec une nouvelle injection. Il le répétait 2-3 fois. Là aussi, pour les gens qui ont un peu d'expérience, même si les études ne montrent pas une toxicité importante, on se sent plutôt méfiant. Alors maintenant, la question, c'est quelle anesthésique locale utiliser. Et vous voyez, ça date de 1909. Il y a quand même un courageux qui a essayé la cocaïne. Et quand vous lisez son texte, vous sentez qu'il n'a fait qu'une tentative et qu'il n'a jamais voulu la refaire parce que le lâchage de garrot a été assez spectaculaire. Les produits qu'on utilise, bien sûr, ça a été la procaïne au départ, et puis la lidocaïne, et peu de temps après, la prilocaïne. Difficile de trancher entre la lidocaïne et la prilocaïne. Je dirais que c'est surtout des pays, à part en France, mais dans beaucoup de pays d'Europe, la prilocaïne est largement utilisée, alors qu'elle n'est pas utilisée aux États-Unis. Mais c'est deux produits qui donnent à peu près la même efficacité et qui permettent de faire des interventions d'environ 45 minutes dans des conditions correctes. Les autres anesthésiques locaux, alors c'est amusant, bon, c'est un aminoester, la chloroprocaïne, qui est ressortie, elle donnait des phlébites. Et les complications des endoveineuses, c'était des phlébites. On a accusé les conservateurs. Bon, en plus, c'est un produit qui est même un peu neurotoxique, mais ce que j'ai trouvé amusant, c'est que j'ai trouvé, ça date d'actuellement, l'ivracaïne, donc elle porte bien son nom, c'est des flacons de 20 ml de chloroprocaïne pour faire des anesthésies veineuses, enfin, c'est en anglais, les endoveineuses. La mépivacaïne, c'est un très bon produit, mais après le lâchage, les patients avaient envie de dormir, faire la sieste, pas question de les faire repartir en ambulatoire, alors que c'est a priori une technique plutôt d'ambulatoire. L'étidocaïne et la ropivacaïne, c'est actuellement, ça donne une analgésie prolongée, mais ça n'arrache pas la conviction, ce n'est pas le produit qui est recommandé dans ce type d'anesthésie. Alors maintenant vient le problème de la bupivacaïne. Bupivacaïne, depuis la fin des années 60, c'est vraiment l'anesthésique locale de référence, etc. Et cette première étude de Watson en 70 avait montré que lorsqu'on lâchait le garrot, on trouvait des taux de bupivacaïne très très élevés au niveau de l'entrée du cœur. Donc un produit a priori très toxique à ne pas utiliser, ce qui n'a pas empêché un londonien de l'utiliser largement. Alors, il a fait 3 études, dont l'une d'ailleurs après les décès encore, pour montrer que le bloc était bien meilleur avec la bupivacaïne, avec un meilleur relâchement intramusculaire. Malheureusement, il y a eu quelques publications de décès, et la bupivacaïne maintenant est considérée comme non utilisable dans l'anesthésie locorégionale endoveineuse. Dernier point, c'est les adjuvants, et vous voyez, j'aime bien la petite poubelle parce qu'avant on disait que la péridurale était la plus grande poubelle du monde. Maintenant, on peut la remplacer par l'anesthésie locorégionale intraveineuse. On a tout essayé. La suprarénine, l'adrénaline, l'éphédrine pour prolonger l'activité. Ça ne marche pas, ça donne des blocs patchés. L'alcalinisation des anesthésiques locaux, on gagne peut-être 2 à 3 minutes sur le temps d'installation. Donc ça ne vaut pas le coup. Et maintenant, vous voyez tous les produits qu'on a pu utiliser, des curares, bon, ça permet un meilleur relâchement musculaire, mais finalement, tous ces produits, vous les donnez per os ou vous les donnez par voie veineuse, à côté, c'est la même chose, donc ils n'ont pas montré leur intérêt. Il y a cette étude qui est sortie, bon, elle date de 97, mais qui est intéressante parce que ce n'est pas les chiffres que vous voyez, ce ne sont pas des nombres de cas, mais c'est des questions posées aux médecins
Est-ce que vous avez connu dans votre carrière une anesthésie endoveineuse incomplète? Est-ce que vous avez eu une exsanguination incomplète? Vous voyez, c'est 92-93% des cas. Est-ce que vous avez rencontré des douleurs de garrot? C'est 84% des cas. Et est-ce que vous avez eu des signes neurologiques à la levée du garrot? Et c'est 66% des cas. C'est effectivement tous les problèmes de l'anesthésie loco-régionale intraveineuse qui persistent et qui font que ça reste une anesthésie pour les gens qui n'ont pas l'expérience du quotidien de la loco-régionale, qui font ça une fois de temps en temps, mais ce n'est pas l'anesthésie parfaite. Quelques fleurs de ma région pour vous remercier de votre... Voilà. Merci de m'avoir introduit comme ça. Donc, cette anesthésie endoveineuse, elle va démarrer à la Belle Époque. L'anesthésie générale, à ce moment-là, est déjà assez bien établie. Ça fait 60 ans que ça existe. Bien sûr, on discute toujours, mais on a déjà quelques arguments un peu plus sérieux. Tandis qu'en anesthésie loco-régionale, à peine 20 ans, on n'est pas mature et on cherche toujours. Alors c'est aussi en même temps l'insouciance, on se remet tout. Si vous regardez cette jeune femme, elle porte un pantalon, elle brave la loi pour faire du vélo, c'est quand même scandaleux. Et pourquoi est-ce qu'on va évoluer vers l'anesthésie loco-régionale intraveineuse? Eh bien parce qu'en matière de membres inférieurs, de membres supérieurs, on n'a pas de véritable technique. L'arachie ne s'y prête pas. L'anesthésie par infiltration selon Reclus, c'est pas terrible. Pas mieux avec l'œdème artificiel de Steich. Quant à faire des blocs plexiques ou tronculaires en dénudant un plexus, c'est pas très très attirant. Donc, on cherche une technique. Pour cela, on a quelques arguments. C'est que Corning a bien montré que lorsqu'on anesthésiait un membre avec une infiltration, elle était plus efficace et prolongée lorsqu'on mettait un garrot à la racine du membre, quel que soit le moment à laquelle on a fait l'injection par rapport au garrot. C'est le premier élément. Le deuxième élément, il nous vient d'un chimiste allemand sur des grenouilles et d'un physiologue français qui ont montré qu'on pouvait obtenir une anesthésie localisée en injectant dans une artère. En l'occurrence, c'était les artères iliaques des grenouilles. Et puis, quand même, c'est l'essentiel, c'est la découverte de la procaïne, Einhorn qui la synthétise, et puis Braun qui fait les premiers essais cliniques. Donc on a à ce moment-là tous les éléments pour faire la rive, et qui vient, c'est encore une fois Auguste Beer, il a déjà proposé l'arachie, et maintenant il présente cette technique endoveineuse. Alors, pour la petite histoire quand même, à quelques semaines d'intervalle, vous avez Capdevila qui va proposer exactement la même forme d'anesthésie, sauf qu'elle le fait par voie intra-artérielle. Et quand on regarde les différents textes, lui a publié quelques semaines plus tard, mais il avait peut-être commencé ses études un peu avant. Donc je ne trancherai pas pour dire quel est le créateur entre les deux. Alors revenons à cette technique de Beer, parce que même tous les gens qui ici ont fait de la loco-régionale, je ne suis pas sûr qu'ils soient convaincus de ce qu'il fallait faire à l'époque. Il y avait une exsanguination, ça n'a pas changé, mais on mettait deux garrots. On dénudait entre les deux garrots. Donc un garrot qui était à la racine du membre et un autre garrot, en général, au-dessus de l'articulation. On injectait de la procaïne, c'était pas mal. Bon, la procaïne, c'est moins toxique que la cocaïne, mais quand même, 150 ml à 0,25, ça commence à faire pas mal. Et puis, prudent quand même, Beer était un homme très prudent, il n'injectait pas dans le sens du courant veineux, mais à l'inverse, parce qu'il avait peur que le produit passe sous le garrot. Vous vous demandez pourquoi deux garrots? Deux garrots parce qu'il y a deux anesthésies différentes. La première, entre les garrots, c'est une anesthésie par infiltration. On injecte le produit qui va se mettre tranquillement autour des différents tissus et des troncs nerveux, et qui va donner la deuxième anesthésie, celle qui est la plus distale, qui est une anesthésie indirecte et qui est en fait un bloc de conduction. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment très important. Mais la technique, quand elle est partie, ça a été un véritable engouement. On a vu des tas d'articles, des tas de publications, et bien sûr, comme toujours, quelque chose de nouveau, on va l'améliorer. On va proposer de mettre deux garrots proximales, comme ça on gonfle celui qui est un peu en dessous pour dégonfler l'autre et pour soulager le patient.
On va infiltrer aussi sous le garrot, c'est toujours la même chose, traiter la douleur du garrot, même si c'est un peu aberrant. On met un seul garrot quand on peut travailler en dessous du genou ou en dessous du coude. On enlève le garrot, le deuxième garrot quand l'anesthésie est efficace, c'est toujours la logique de Beer. Et puis surtout, ce qui est très prudent, c'est que quand même on maintient un abord veineux, parce que vous savez qu'à l'époque on ne mettait pas une veine systématiquement avant toute anesthésie, donc on a un abord veineux qui reste à l'ablation du garrot, qui est quand même le moment crucial de cette anesthésie. La technique est très importante, et ces deux documents sont très importants parce que Pochet, dans son livre de technique chirurgicale en 1911, vous voyez, il en fait tout un plat, il montre son plateau de préparation, il montre une anesthésie sur un membre inférieur. Mais vous avez tout à fait à droite de la diapositive son premier article de Correctional 2000 qui date de 1914, 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, pas un mot sur la lrive. Elle est passée complètement de mode. Et pourquoi est-ce qu'elle est passée de mode? Pour une raison bien simple, c'est que ce soit Kulenkamp, Hirschel, Leven, Hertel ou autre, maintenant on sait faire des blocs à partir de 1911, on commence à faire des blocs par voie percutanée, ce qui est quand même une technique beaucoup plus facile. Alors le bloc va perdurer un tout petit peu, et j'ai retenu ces deux choses, c'est parce que c'est Morrison qui lui fait déjà des ponctions percutanées, on ne dénude plus, donc c'est moins agressif. Et puis surtout, cette technique, elle s'est assez répandue quand même. Il y a 5 ou 6 publications dans les pays latino-américains où on trouve que c'est une bonne technique pour l'ambulatoire, déjà à l'époque, des années 40, et que c'est une très bonne technique pour les interventions itératives. Pardon. Les choses évoluent, et vous le savez comme moi, 48, à partir de la gramine, on fait la synthèse de la xylocaïne, et là, tout le monde de l'anesthésie loco-régionale va changer. Et c'est un Néo-Zélandais, mais qui était à Londres, qui va reprendre les choses en relançant la technique, pratiquement comme l'avait fait Beer. Les petites variantes techniques, quand même, c'est que, bon, il a toujours la bande d'Esmar, le garrot est devenu pneumatique, donc ça permet en même temps de contrôler la pression artérielle du malade, d'être sûr qu'on est au-dessus. C'est des aiguilles de Gors, c'est celle que vous voyez tout en haut à droite, qui est une aiguille effectivement avec un diaphragme, on n'a pas besoin de mettre de bouchon de fermé. Et vous voyez, ça ressemble beaucoup à nos butterfly, pour bien la fixer, ou l'aiguille de Mitchell, qui avait un petit système de pince qui permettait de la bloquer. Comme ça, on mettait cette aiguille et on pouvait faire l'exsanguination après, sans risquer de la déplacer. Les injections avec l'axilo, c'est à peu près le même volume, les mêmes conditions que l'aprilo. Et lui, cette fois-ci, il n'hésite pas, il fait une injection centripète. La technique a vraiment beaucoup de succès. Et dans cette étude qui sort juste un peu de temps après, on montre déjà qu'on a un taux de succès d'anesthésie excellente ou bonne efficace qui est de 97%, ce qui est quand même énorme à l'époque pour les anesthésies loco-régionales. Alors, on va chercher des variantes. Je suis désolé, mais je n'ai pas pu m'empêcher de mettre ce petit texte-là. L'image, j'ai préféré ne pas la mettre. Elle n'est pas terrible, mais on est à Cuba en 68, et il y a un chirurgien qui a l'idée de faire une endoveineuse du pénis pour la chirurgie de la circoncision. Il fallait savoir faire. Non, ne riez pas. À cette époque aussi, on s'est reposé la question du second garrot distal. Est-ce qu'il fallait en mettre? Est-ce qu'il ne fallait pas? J'ai une étude très sérieuse avec le pinprick, avec la sensibilité au froid et avec la motricité. Et cette technique montre que finalement, ça n'apporte strictement rien. Pas la peine de mettre un garrot distal et un garrot proximal. Petite chose, mais toute bête, on a des attelles de contention. Pourquoi ne pas les utiliser à chaque fois qu'il faut faire l'exsanguination d'un membre un peu douloureux, d'une fracture, etc. C'est beaucoup plus confortable que la bande d'Esmar. Et puis, un double garrot proximal. Enfin, quelle idée tout d'un coup de vouloir sortir un double garrot proximal. Enfin, ça c'est la preuve que la technique avait pris une importance vraiment mondiale, que partout, tout le monde faisait ce type d'anesthésie. Donc ça valait le coup de faire ce double garrot proximal. Donc on gonflait d'abord le plus proximal, et puis une fois que l'anesthésie était bien installée, on gonflait le garrot en dessous et on dégonflait le premier. On a comparé cette technique
à l'infiltration, comme faisait déjà Beer. On a comparé à l'EMLA quand l'EMLA est arrivé, bien sûr, mais malgré tout, c'est le double garrot qui restait le plus efficace. Et la technique perdure encore parce que ça vient de nos amis à Zik, là, aux États-Unis. Vous voyez que là, maintenant, c'est carrément un garrot mécanique qui est fait pour et le repérage en bleu et en rouge pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans la séquence de gonflage. Des techniques qui nous étonnent plus, ceux qui ont pratiqué l'anesthésie endoveineuse, c'est celle de Rowell, et c'est un type très sérieux, et apparemment ça se faisait beaucoup dans les pays du Nord, c'est de faire une réexsanguination. Le souci de cette technique d'anesthésie, c'est que le chirurgien qui veut opérer, en particulier sous microscope, il passe son temps à éponger parce que ça suinte, etc., donc ça dérègle sa vue. Et dès que l'anesthésie est installée, en fait, ils lâchent le garrot, ils refont une exsanguination et ils remettent le garrot, ce qui permet effectivement de limiter cette œdème. Ça nous paraît un peu osé, mais dans l'étude, on n'a pas de toxicité évidente. Et puis, dans le même style d'idée, Braun, là, qui était un de nos présidents de l'ASA, s'était lancé dans les blocs, ce qu'il appelait continus. En fait, c'était des blocs discontinus. Il faisait une première anesthésie, puis quand le garrot devenait trop insupportable, il le lâchait pendant une dizaine de minutes, et puis il redémarrait une nouvelle anesthésie avec une nouvelle injection. Il le répétait 2-3 fois. Là aussi, pour les gens qui ont un peu d'expérience, même si les études ne montrent pas une toxicité importante, on se sent plutôt méfiant. Alors maintenant, la question, c'est quelle anesthésique locale utiliser. Et vous voyez, ça date de 1909. Il y a quand même un courageux qui a essayé la cocaïne. Et quand vous lisez son texte, vous sentez qu'il n'a fait qu'une tentative et qu'il n'a jamais voulu la refaire parce que le lâchage de garrot a été assez spectaculaire. Les produits qu'on utilise, bien sûr, ça a été la procaïne au départ, et puis la lidocaïne, et peu de temps après, la prilocaïne. Difficile de trancher entre la lidocaïne et la prilocaïne. Je dirais que c'est surtout des pays, à part en France, mais dans beaucoup de pays d'Europe, la prilocaïne est largement utilisée, alors qu'elle n'est pas utilisée aux États-Unis. Mais c'est deux produits qui donnent à peu près la même efficacité et qui permettent de faire des interventions d'environ 45 minutes dans des conditions correctes. Les autres anesthésiques locaux, alors c'est amusant, bon, c'est un aminoester, la chloroprocaïne, qui est ressortie, elle donnait des phlébites. Les complications des endoveineuses, c'était des phlébites. On a accusé les conservateurs. Bon, en plus, c'est un produit qui est même un peu neurotoxique, mais ce que j'ai trouvé amusant, c'est que j'ai trouvé, ça date d'actuellement, l'ivracaïne, donc elle porte bien son nom, c'est des flacons de 20 ml de chloroprocaïne pour faire des anesthésies veineuses, c'est en anglais, les endoveineuses. La mépivacaïne, c'est un très bon produit, mais après le lâchage, les patients avaient envie de dormir, faire la sieste, pas question de les faire repartir en ambulatoire, alors que c'est a priori une technique plutôt d'ambulatoire. L'étidocaïne et la ropivacaïne, c'est actuellement, ça donne une analgésie prolongée, mais ça n'arrache pas la conviction, ce n'est pas le produit qui est recommandé dans ce type d'anesthésie. Alors maintenant vient le problème de la bupivacaïne. Bupivacaïne, depuis la fin des années 60, c'est vraiment l'anesthésique locale de référence, etc. Et cette première étude de Watson en 70 avait montré que lorsqu'on lâchait le garrot, on trouvait des taux de bupivacaïne très très élevés au niveau de l'entrée du cœur. Donc un produit a priori très toxique à ne pas utiliser, ce qui n'a pas empêché un londonien de l'utiliser largement. Alors, il a fait 3 études, dont l'une d'ailleurs après les décès encore, pour montrer que le bloc était bien meilleur avec la bupivacaïne, avec un meilleur relâchement intramusculaire. Malheureusement, il y a eu quelques publications de décès, et la bupivacaïne maintenant est considérée comme non utilisable dans l'anesthésie loco-régionale endoveineuse. Dernier point, c'est les adjuvants, et vous voyez, j'aime bien la petite poubelle parce qu'avant on disait que la péridurale était la plus grande poubelle du monde. Maintenant, on peut la remplacer par l'anesthésie loco-régionale intraveineuse. On a tout essayé.
la suprarénine, l'adrénaline, l'éphédrine pour prolonger l'activité. Ça ne marche pas, ça donne des blocs patchés. L'alcalinisation des anesthésiques locaux, on gagne peut-être 2 à 3 minutes sur le temps d'installation. Donc ça ne vaut pas le coup. Et maintenant, vous voyez tous les produits qu'on a pu utiliser, des curares, bon, ça permet un meilleur relâchement musculaire, mais finalement, tous ces produits, vous les donnez per os ou vous les donnez par voie veineuse, à côté, c'est la même chose, donc ils n'ont pas montré leur intérêt. Il y a cette étude qui est sortie, bon, elle date de 97, mais qui est intéressante parce que ce n'est pas les chiffres que vous voyez, ce ne sont pas des nombres de cas, mais c'est des questions posées aux médecins. Est-ce que vous avez connu dans votre carrière une anesthésie endoveineuse incomplète? Est-ce que vous avez eu une exsanguination incomplète? Vous voyez, c'est 92-93% des cas. Est-ce que vous avez rencontré des douleurs de garrot? C'est 84% des cas. Et est-ce que vous avez eu des signes neurologiques à la levée du garrot? Et c'est 66% des cas. C'est effectivement tous les problèmes de l'anesthésie loco-régionale intraveineuse qui persistent et qui font que ça reste une anesthésie pour les gens qui n'ont pas l'expérience du quotidien de la loco-régionale, qui font ça une fois de temps en temps, mais ce n'est pas l'anesthésie parfaite. Quelques fleurs de ma région pour vous remercier de votre... Voilà.